Et nous sommes toujours sur le plateau de Sport Nice sur Nice Azur TV. Nous avons le plaisir de recevoir Serge Gloumaud. Bonjour Serge. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de l'OGC Nice 2002-2012, une décennie en question aux éditions JVB. Comme son nom l'indique, ce livre retrace à travers les témoignages des principaux acteurs 10 ans de l'histoire de l'OGC Nice en première division, en Ligue 1. Pourquoi ce livre Serge ? C'est d'abord un livre de passionné que je suis, de l'OGC Nice. Et comme j'avais déjà publié un livre sur l'OGC Nice il y a 3 ans à peu près, c'est un livre marqué vraiment sur l'aspect supporter. Je me suis dit que arriver à 10 ans de Ligue 1, c'était pas forcément facile pour une équipe comme Nice, puisqu'il faut remonter aux années 80 pour retrouver une telle durée en Ligue 1. Et donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. En plus, il n'y a pas énormément d'ouvrages qui existent sur l'OGC Nice, qui retracent un peu la mémoire du club. Donc c'était aussi un moyen pour moi de laisser un peu une trace de cette dernière décennie. Alors beaucoup de témoignages, c'est passionnant. 35 témoignages réunis. Ça va de Maurice Cohen qui signe la préface, l'ancien président, à Gilbert Stellardo, Frédéric Antonetti, Garnot Roy. Enfin, vous avez couvert une énorme partie. Hugo Lloris également qui fait partie des témoignages. Est-ce que ça a été compliqué de tout regrouper, de les contacter, qu'ils acceptent de parler ? Oui, alors ça dépend des témoins, mais globalement ça a été en fait le plus compliqué dans le livre. Que c'est vrai qu'il y a autant les personnes qui sont encore dans la région, c'est relativement facile. Par contre, des personnes qui sont en dehors de la région et qui sont toujours en activité, comme Frédéric Antonetti, comme Hugo Lloris par exemple, là c'est vrai que j'ai mis de nombreuses semaines avant de pouvoir les contacter. Et de les faire se pencher sur des périodes heureuses, mais des fois aussi un peu plus malheureuses. Là, par exemple, on pense à Frédéric Antonetti qui a sa faconde, a sa façon de parler. Est-ce qu'il a accepté volontiers de revenir sur ses semi-échecs ? On pense à la demi-finale contre Vannes, on pense à la finale de la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'il s'est prêté bien volontiers à ce jeu-là ? Complètement, oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai que, en général, quand on interviewe des personnes sur leurs souvenirs, c'est souvent les bons moments qui reviennent. Donc, j'essayais, évidemment, de poser aussi des questions sur les moments un peu plus difficiles. Parce que l'objectif de ce livre, au-delà de laisser aussi une trace, c'est surtout d'essayer de mieux comprendre l'évolution du club au cours de ces décennies. Et c'est vrai que, par exemple, l'entretien avec Frédéric Antonetti nous éclaire bien sur l'évolution du club à son arrivée, les points de rupture, et ensuite, en effet, le dernier match contre Vannes, qui a été pour lui un peu vraiment la coupure définitive et le début un peu du déclin, on va dire, de l'OGC Nice. C'est à partir de là que l'OGC Nice a connu des années difficiles, en supportant notamment des charges financières qui étaient nées de l'époque Antonetti, parce qu'ils avaient cette vue du grand stade en 2006, et la disparition de ce projet a coupé vraiment l'élan du club. Un vrai coup d'arrêt, parce qu'ils expliquent en gros qu'ils avaient déjà investi en gros ce que le grand stade allait leur rapporter dans des joueurs, des fois des choix malheureux dans le choix des joueurs, et évidemment ça a fait une cassure, cette demi-finale perdue de Coupe de la Ligue contre Vannes. Rachel. Vous parliez de souvenirs tout à l'heure, vous avez fait 4 ans de recherche, 35 entretiens, vous les avez suivis aussi en déplacement. En tant qu'auteur, quel est votre meilleur souvenir, vous, au niveau des entretiens, des journalistes, forcément, le joueur emblématique de la décennie, pour moi, c'est Hugo Lloris. Et c'est vrai que lorsque j'ai débuté ce projet, je n'imaginais même pas pouvoir m'entretenir avec lui. C'est-à-dire, à l'époque, il était international. C'était l'époque de l'Euro, où la France jouait l'Euro. Donc, on était un peu sur le fil rouge, le dernier moment avant la sortie du livre. Et j'ai réussi, en fait, à le contacter alors qu'il était en Ukraine, en préparation de l'Euro. Et c'est vrai que le contact que j'ai eu avec lui, forcément, ça a été surprenant dans la mesure où c'est quelqu'un, au bout de 5 minutes, vous discutez avec lui, vous avez l'impression que vous êtes pote avec lui depuis des années, quoi. Il est hyper simple. Donc, en termes de notoriété, c'est vrai que l'entretien avec Hugo Lloris a été marquant. Maintenant, c'est vrai que l'entretien avec Marama Vairua aussi a été vraiment super, parce qu'il est très naturel. Ouais, il restait très simple, Marama. Très naturel, et puis c'est vrai qu'il évoque les choses avec tellement de nature. Moi, à chaque fois, j'avais les frissons au téléphone quand il parlait de son 4e but à Monaco. Il le raconte. C'était vraiment... Alors, ça fourmille d'anecdotes, vraiment. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup de révélations aussi. On apprend, par exemple, quand vous interviewez José Cobos, il a un petit peu de rancœur par rapport au fait qu'il aurait pu être élu joueur préféré des supporters, ayant marqué en plus l'histoire du club. Et comme il y avait des bisbilles un petit peu entre lui et la direction du club à l'époque, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il dit, en tous les cas, lui, dans le livre. Voilà,
voilà. Je pense pas que ce soit ça qu'il veuille qu'on retienne de son entretien, non, parce que évidemment. c'est vrai que souvent dans l'entretien, quand on a évoqué la remontée 2002, etc., bon, tout ça, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'après, il y avait pas mal de choses qui se sont passées au sein du club, dans ses relations avec Frédéric Antonetti. Bon, ça n'a pas été non plus apparemment terrible. On sentait à la fois qu'il ne voulait pas en parler parce que c'était des choses qui pouvaient un peu ternir son image, mais on sentait aussi qu'il en avait gros sur la patate. Et même là, il est parti du club, c'était en 2004, je crois, 2005, et on a l'impression en effet que c'était hier, quoi. Quand il en parle, on sent encore l'émotion. Oui, il dit en gros, bon, moi j'aurais aimé rester, peut-être jouer encore une année de plus, mais Frédéric Antonetti m'avait fait comprendre que je jouerais pas tous les matchs, et Frédéric Antonetti avait peur, enfin c'est ce que dit José Cobos, que les supporters lui prennent ombrage, que José Cobos ne puisse pas jouer tous les matchs. Donc c'est ce qui a poussé un petit peu José à arrêter sa carrière. On revient évidemment aussi sur les péripéties de la remontée en 2002. Il en est beaucoup question dans ce livre. On apprend beaucoup de choses et on peut penser que c'est cette formidable élan de solidarité qu'il y a autour du club à ce moment-là, entre les supporters, entre la municipalité de l'époque, entre les dirigeants, qui a fait le socle, la base de cette décennie de l'OGC Nice en Ligue 1. On aurait pu faire un livre rien que pour ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Et c'est vrai que le GC Nice a failli complètement disparaître. On parle beaucoup des tensions qui existent au niveau du club, entre les supporters, l'association, les dirigeants, etc. Et c'est vrai que c'est l'union qui a eu lieu à ce moment-là qui a fait que le club a pu se sauver. Sinon, il aurait disparu. Avec un homme fort, Gernot Rohr, que vous interviewez. Et là aussi, c'est passionnant ce qu'il raconte Gernot sur cette période-là, même si ça s'est pas très bien fini pour lui. Mais lui, par contre, garde une super image de l'OGC Nice. Il est resté avec de très bons rapports avec les dirigeants. Gernot, c'est pas un homme de conflit, c'est un homme de consensus, donc c'est vrai que il parle tout ça avec une manière très paisible sur ce qui s'est passé, même si ça s'est pas très bien terminé. Finalement, bon, il dit que bon, c'est la vie, c'est comme ça, ça ne pouvait pas non plus durer des années et des années. Et ce qui retient surtout, c'est la richesse de ce qu'il a pu vivre avec tous ceux qui ont partagé en fait cette aventure de la remontée, parce qu'il était là aussi avant lui, avec Poussin Mélin aussi qui intervient, et avec toute la mobilisation qu'il y a pu y avoir, où le club en fait avait disparu, puis d'un seul coup revit, et puis le premier match contre le Havre à domicile, une défaite à domicile. Et puis après c'est parti, quoi. C'était l'euphorie, et puis après, bon, la réussite entraîne la réussite, et puis... avec beaucoup de journées de championnat où le GC Nice était premier, où on parlait beaucoup du club Rachel. Vous êtes l'auteur de ce bouquin, mais vous êtes aussi un supporter inconditionnel de l'OGC Nice. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il y a autour du public niçois? On sait que c'est un public bouillant, mais aussi très exigeant. Là, ils vont boycotter le match contre l'OM. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures qui sont prises à l'encontre du public niçois sont disproportionnées? Alors on sort du chapitre du livre, même si dans le livre on aborde en effet l'aspect du supporter, où on aborde notamment un des éléments importants de la décennie au niveau des supporters, qui est la dissolution de la BSN, qui rentre un peu en fait dans cette philosophie-là d'attaque de tout ce qu'on appelle les supporters, les ultras, etc. Moi ça fait 30 ans, même plus, je pense que je vais au stade du Ré. On parle souvent d'insécurité, c'est souvent ce qui justifie en fait ces mesures. Personnellement, je suis abonné en Populaire Sud. J'ai jamais ressenti d'insécurité. Et je pense que si vous le demandez à tous ceux qui vont régulièrement au stade, donc qui savent de quoi ils parlent, on ressent pas particulièrement d'insécurité. L'insécurité, on la ressent surtout lorsqu'on voit énormément de forces de l'ordre, où là, en effet, ça crée quasiment un climat d'insécurité. Où l'insécurité, on la ressent aussi quand on fait un déplacement à Marseille, comme ça a été le cas pour moi l'année dernière, où dans le bus, on se fait attaquer par des Marseillais à court de barre de fer dans le pare-brise. Donc là, c'est vrai, on ressent l'insécurité. Donc après, c'est vrai que c'est quand même étonnant de voir toute la masse de moyens qui sont mis en œuvre pour lutter. Voilà, une centaine ou 500 ou 1000 supporters niçois. Le fichage qui est un petit peu abusif aussi ces temps-ci. J'aimerais revenir sur, évidemment, le match de la décennie. Pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde, c'est le 4-3 à Monaco. On rappelle, l'OGC Nice, à 20-25 minutes de la fin du match, est mené 3-0 à Monaco, face à la grosse équipe de Monaco, qui allait finir plus tard en finale de la Ligue des Champions. Et l'OGC Nice gagne 4-3 grâce à un triplé de Victor Agali et un but de Marama Vairua. J'imagine que là, Marama, quand il vous raconte ça, vous avez des frissons partout. C'est clair, ouais.
ce que j'avais voulu dans ce livre, vraiment, c'est pas que ce soit quelque chose qui soit raconté par un témoin, j'ai voulu vraiment que ce soit les acteurs qui racontent ce qu'ils ont vécu. Donc c'est pour ça que chaque fois je vais à la source. Et c'est vrai que on va parler de Victor Agali, mais c'est vrai que l'autre homme du match, c'est celui qui marque le 4e but, c'est Marama, qui est un peu le symbole de l'OGC Nice. Et c'est vrai que quand on lit son interview, il y a Garnotte aussi qui en reparle. Et là, on rentre à l'intérieur et on voit ce qui se passe pendant le match, le déroulé, là, dans la tête de Garnotte, dans la tête de Marama, les joueurs de Monaco qui commencent à narguer les supporters niçois, qui commencent un peu à énerver les joueurs niçois, et puis ensuite c'est ce qui se passe, et puis la fin du match voilà. Et c'est vrai que ce que dit Marama, qui est quand même assez particulier, c'est que dès qu'ils ont marqué le premier but, les Niçois, il a senti les Monégasques très fébriles, même pas à 3-3 ni à 3-2, à partir de 3-1. Et là sur le terrain, il avait déjà ressenti et la fin du match où les supporters niçois vont communier avec les joueurs, enfin les joueurs vont communier avec les supporters niçois, et les forces de l'ordre qui interviennent à Monaco, et tout le monde se fait gazer en bas de la tribune, joueurs, dirigeants, tout le monde compris. Ça aussi, c'est un moment à vivre. Quand on est un joueur de football, on s'attend pas à être gazé par des CRS alors que l'on vient remporter une victoire impressionnante. Ça, il le raconte très bien aussi dans le bouquin. Il raconte qu'ils sont passés d'une phase d'euphorie à une phase de panique, oui, parce que les forces de l'ordre ont chargé dans le tas, et certains dirigeants du club ou certains membres de l'intendance ont été gazés, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment un match particulier à tous les égards. Il y a eu des périodes moins joyeuses. La finale de la Coupe de la Ligue perdue face à Nancy au Stade de France. Hugo Lloris, là on parle très bien dans le livre. Impressionné les Niçois, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait ce jour-là. L'événement les a un peu rattrapés. C'est ce qui ressort en effet, lorsqu'on interviewe Antonetti, Hugo Lloris, Olivier Chouafny. Ils ont tous dit en effet qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de pression, et qu'ils n'ont pas su en effet gérer la pression. D'autant plus qu'ils ont abordé le match par rapport au résultat précédent qui s'était passé, où ils étaient quasiment favoris, on va dire, et ça non plus, c'est pas quelque chose forcément qu'ils avaient l'habitude de gérer. Et en effet, comme le dit Antonetti, il n'a pas du tout ressenti de pression particulière, mais c'est qu'une fois que le match était lancé, et puis après, au Stade de France, sur le terrain, que ça s'est compliqué. On ne peut pas tout raconter, évidemment, on va laisser aux supporters et aux gens le soin de découvrir ce formidable ouvrage. Si vous êtes passionné de l'OGC Nice, évidemment, il vous faut ce livre, l'OGC Nice, une décennie en question. J'aimerais juste terminer sur René Marsiglia, qui a maintenu l'équipe l'année dernière et qui offre un très beau témoignage aussi dans votre livre, qui parle de sa maladie. Il en a très peu parlé, et avec des mots très choisis, des beaux mots. René Marsiglia explique tout ce que le club de l'OGC Nice lui a apporté dans sa vie. C'est une leçon en fait qui donne à tout le monde. Donc c'est vrai que je pense que c'est quasiment l'entretien le plus émouvant de tout le livre. C'est une leçon dans la mesure où quand on sait ce qu'il a pu vivre en tant qu'homme, pourtant il éprouve aucune rancœur. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été attaqué, qu'il a connu des situations vraiment difficiles. Et c'est vrai qu'il n'éprouve aucune rancœur. Au contraire, il termine en exprimant tout ce qu'il peut ressentir de bon à l'égard du public niçois. Et je pense que c'est une leçon en fait à donner à tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que le football c'est très important. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il faut respecter les êtres humains, il faut respecter les joueurs, il faut respecter les entraîneurs. Et René Marsiglia en est l'exemple. Un grand monsieur. Serge, on va terminer. Pour se procurer le livre, comment fait-on ? Alors, on va sur le site internet www.jevoyageenballon toutattaché.com. Voilà. Donc là, il y a possibilité de le recevoir ensuite, soit de le recevoir par courrier, soit de le retirer directement à la boutique des supporters, au 44 bis rue Herson. Voilà, exactement, et bientôt sûrement en vente dans la boutique des supporters aussi pour les fêtes de Noël. Un beau cadeau en tous les cas à faire pour les fêtes de Noël, pour tous les passionnés de l'OGC Nice. Merci beaucoup Serge Noumot, et à bientôt pour un prochain livre. On espère. Rachel, on termine ce Sport Nice par le traditionnel agenda de la semaine. On reste dans le football, on reste avec l'OGC Nice qui se déplace à Marseille. Déplacement à Marseille sans les supporters, on l'a évoqué.